Je m'appelle Nora, j'ai 39 ans, et pendant presque 10 ans, j'ai cru que mon mariage était solide parce que je savais tout pardonner. Aujourd'hui, je sais que parfois, ce qu'on appelle patience n'est qu'une façon élégante de disparaître lentement dans la vie de quelqu'un. Le soir où tout a commencé, je préparais un dîner pour l'anniversaire de mon mari, Gabriel. J'avais quitté mon travail de restauratrice d'œuvres d'art plus tôt que prévu pour lui faire plaisir. J'avais acheté son dessert préféré, installé des bougies sur la terrasse et même ressorti une vieille bouteille de champagne que nous gardions pour une occasion spéciale. À 20h, rien. À 21h, toujours rien. Puis mon téléphone vibra enfin. Un simple message, ne m'attends pas. Réunion imprévue. Je fixai l'écran plusieurs secondes. Ce n'était pas le message qui me faisait mal. C'était le fait que je n'avais même plus été surprise. Gabriel rentra après minuit. Il passa devant la table dressée sans même la regarder. Quand je lui demandai si tout allait bien, il répondit que j'étais trop sensible et qu'il avait des choses plus importantes à gérer. Puis il monta se coucher. Le lendemain matin, il partit avant mon réveil. Mais quelque chose me poussa à ouvrir le tiroir de son bureau. Je n'y cherchais pas une preuve d'infidélité. Je cherchais simplement une raison de croire que je me trompais. Je trouvai une enveloppe bancaire. À l'intérieur, il y avait la copie d'un virement important effectué 3 jours plus tôt. Une somme suffisamment élevée pour vider presque toutes nos économies communes. Le bénéficiaire n'était pas une entreprise. C'était une femme, Camille Renaud. Je connaissais ce nom. Camille était la fille d'un ancien associé de Gabriel. Une jeune femme dont il m'avait parlé autrefois, en affirmant qu'elle avait quitté la ville depuis longtemps. J'appelai Gabriel. Il ne répondit pas. 1 heure plus tard, il m'envoya un message, ne fouille plus dans mes affaires. C'est là que j'ai compris qu'il savait que j'avais trouvé quelque chose. Le soir même, il rentra avec une valise. Il ne cria pas. Il ne s'excusa pas. Il posa simplement une chemise cartonnée sur la table. À l'intérieur, il y avait une demande de séparation. J'avais imaginé 1000 fois comment mon mariage pourrait se terminer. Je pensais qu'il y aurait des larmes, des explications, peut-être même des cris. Je n'avais jamais imaginé que 10 années de vie commune puissent être réduites à quelques feuilles imprimées. Gabriel me regarda et déclara qu'il avait besoin d'une nouvelle vie. Selon lui, j'étais devenue trop prévisible, trop occupée par mon travail, trop attachée à notre petite maison et à nos habitudes. Je l'écoutai jusqu'au bout. Puis je lui demandai une seule chose, depuis combien de temps me quittes-tu sans avoir le courage de me le dire ? Il détourna les yeux. Je n'eus pas besoin de réponse. 3 jours plus tard, il partit. Je restai seule avec notre appartement, nos photos et cette sensation étrange d'avoir vécu avec un homme que je ne connaissais finalement pas. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. 1 semaine après son départ, je reçus une lettre de notre banque. Une partie de notre prêt immobilier avait été remboursée par anticipation avec une somme provenant d'un compte dont j'ignorais l'existence. Je retournai fouiller les documents de Gabriel. Cette fois, je ne cherchais plus mon mari. Je cherchais la vérité. Je découvris alors quelque chose de bien plus troublant que son aventure avec Camille. Depuis 2 ans, Gabriel avait créé une société secrète. Il y avait transféré progressivement de l'argent provenant de notre compte commun. Et Camille n'était pas sa nouvelle compagne. Elle était sa partenaire. Ils avaient monté ensemble une entreprise immobilière. Mais pourquoi m'avoir caché tout cela ? La réponse se trouvait dans un vieux contrat. Gabriel avait utilisé mon nom pour garantir un emprunt commercial. Sans ma signature. Sans mon autorisation. Pendant quelques secondes, je ne respirais plus. Il ne m'avait pas seulement abandonné. Il avait risqué mon avenir pour financer le sien. Je contactai immédiatement une avocate. Elle me conseilla de ne rien révéler à Gabriel avant d'avoir sécurisé les preuves. Pour la première fois depuis notre rencontre, je ne réagis pas avec mon cœur. Je réfléchis. Et cette décision changea tout. 2 semaines plus tard, Gabriel me téléphona. Sa voix était différente. Plus douce. Il voulait me voir. Nous nous retrouvâmes dans un café où nous avions pris notre premier petit déjeuner ensemble 10 ans auparavant. Il me parla de regrets.
De confusion. Il affirma qu'il avait fait des erreurs, qu'il voulait repartir proprement. Je le laissai parler. Puis je posai devant lui une copie du contrat falsifié. Son visage changea immédiatement. « Tu n'étais pas censé trouver ça », murmura-t-il. C'était la première phrase honnête qu'il prononçait depuis des mois. Je lui expliquai que mon avocate avait déjà transmis les documents nécessaires aux personnes concernées. Il resta silencieux. Puis il me demanda si je comptais vraiment le poursuivre. Je le regardai longtemps. « Non, Gabriel. Je ne vais pas passer ma vie à te punir. Je vais simplement empêcher tes mensonges de devenir mon avenir. » Ce fut notre dernière conversation. Les mois suivants furent difficiles. J'ai dû vendre l'appartement, réorganiser mes finances et recommencer à faire confiance à mon propre jugement. Il y eut des nuits où je regrettais presque de ne pas avoir fermé les yeux. Puis, un matin, je reçus un message de Camille. Elle voulait me rencontrer. J'acceptai. Elle arriva dans un petit café, sans maquillage, sans assurance, complètement différente de l'image que Gabriel m'avait donnée d'elle. Elle m'avoua qu'elle avait découvert seulement récemment que Gabriel m'avait utilisée comme garante. Elle croyait qu'il était déjà séparé lorsque leur projet avait commencé. Puis elle posa une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une copie d'un document que Gabriel avait signé. Il reconnaissait que tous les biens acquis avec l'argent détourné devaient revenir à notre patrimoine commun. Il avait préparé ce document parce qu'il savait que tôt ou tard, la vérité sortirait. Même lui avait compris qu'il était allé trop loin. Quelques mois plus tard, le divorce fut prononcé. Je ne récupérai pas mon mariage. Je récupérai quelque chose de plus précieux, ma liberté. Je quittai la ville et louai un petit atelier dans une ancienne librairie. Je recommençai à restaurer des tableaux, ce métier que j'avais presque abandonné pour accompagner la carrière de Gabriel. Un soir, alors que je travaillais sur une vieille peinture abîmée, je réalisai quelque chose. Une œuvre peut être fissurée sans être détruite. Parfois, les craquelures révèlent simplement ce qu'elles cachaient sous la surface. 1 an après notre séparation, j'appris que Gabriel avait perdu son entreprise et devait vendre plusieurs biens pour rembourser ses dettes. Camille était partie de son côté. Je ressentis quelque chose d'étrange. Pas de joie. Pas de vengeance. Seulement de l'indifférence. La vraie victoire n'était pas de le voir tomber. C'était de constater que sa chute n'avait plus le pouvoir de bouleverser ma vie. Aujourd'hui, je vis dans une petite maison près de la mer. Je travaille avec mes mains, je dîne parfois seul, parfois avec des amis, et je ne m'excuse plus d'aimer une vie simple. J'ai longtemps cru que perdre Gabriel signifiait perdre 10 années de ma vie. J'avais tort. J'ai perdu 10 années à croire que je devais mériter l'amour de quelqu'un. Et j'ai gagné le reste de ma vie pour apprendre à m'aimer moi-même. Si je devais retenir une seule leçon de cette histoire, ce serait celle-ci: quand quelqu'un vous abandonne pour construire une vie basée sur le mensonge, ne gaspillez pas votre existence à essayer de comprendre pourquoi il vous a choisi si peu. Parfois, le plus beau chapitre commence exactement au moment où quelqu'un décide de fermer le livre sur vous. Et cette fois, c'est moi qui ai tourné la page.